Et bienvenue pour notre troisième gazette, même si la semaine dernière je l'ai loupée, elle sortira en papier. Donc cette semaine la troisième gazette est composée de 23 œuvres, donc c'est moins que la semaine dernière de 26, et la semaine d'avant c'était à peu près 28 je crois, il y en avait beaucoup la première semaine. Donc on se retrouve avec une nouvelle gazette qui est, je dirais, qui a un petit peu plus de policiers, toujours autant de jeunesse. Très peu de BD et de comics. Enfin, quoique, certains comics, je n'ai pas tout mis, hein, parce qu'il y en avait certains. C'est des sagas qu'on connaît déjà. Donc, est-ce qu'il y a besoin de les présenter? Je ne suis pas sûre. J'ai pas beaucoup de manga non plus. En science-fiction, je n'ai toujours rien. Je pense que c'est un genre qui ne se. Ben, qui n'est pas beaucoup produit ou qui ne produit pas en masse. Et on a très peu de fantastique et de fantasy aussi. Donc, on est léger. Dans les genres que je préfère, on est assez léger, mais niveau policier et jeunesse, on est plutôt bien. Même, je dirais que littérature, on est pas mal. On a 3 œuvres, donc c'est pas mal. Je pense qu'il y en a plus, hein, vous vous en doutez. Comme j'ai déjà dit la semaine dernière, je fais un choix dans les livres, je ne présente pas tout ce qui sort. Donc c'est normal qu'on n'ait pas tout. Mais j'essaie de choisir un peu tout, donc un peu tous les genres, histoire de changer, de ne pas toujours présenter les grands livres, les grands auteurs. Donc, on commence comme d'habitude par la littérature. Donc, on a premier livre. Le premier livre, je l'ai choisi parce que j'ai une amie qui a écrit justement sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, donc avec les camps de concentration. Et du coup, celui-là m'a beaucoup marqué et je l'ai choisi. Je me suis dit, ça a l'air de valoir le coup. Donc, La libraire de Dachau. Donc, ça sort le 23 mars, maison d'édition City. On l'a déjà vu précédemment, je ne sais pas ce que ça vaut encore une fois, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'intéresser plus à l'éditeur City. Quoi d'autre? Vous avez l'ISBN, hein. Comme d'habitude, je le mets pour être sûr de ne pas avoir de difficultés pour trouver une œuvre. C'est le numéro qui correspond à chaque livre, indépendamment de toutes les différentes éditions qu'il puisse y avoir. Je vais vous lire le synopsis du coup. Aux États-Unis, à l'aube des années 2020, la vie de Grace bascule lorsqu'on lui annonce qu'elle vient d'hériter d'une librairie à Dachau en Allemagne. L'endroit lui a été légué par une grand-mère biologique dont elle ignorait complètement l'existence. Grace décide de traverser l'Atlantique et se lance dans une véritable enquête pour combler les silences de l'extraordinaire et douloureuse histoire de Mathilda, sa grand-mère. Une histoire qui débute dans l'Allemagne crépusculaire des années 1940. Hans, l'amour de toujours de Mathilda, est en danger parce qu'il est juif. La jeune femme n'hésite pas une seconde et le cache dans son grenier. Pendant des mois, ils vivent à la lueur des bougies, jusqu'au jour où Hans est trahi et déporté au camp de Dachau. Dès lors, Mathilda est poussée par la rage de survivre et par une promesse. Un jour, ils vivront libres et heureux. Donc c'est vraiment un thème, je dirais, original parce que, enfin, quoique je pense qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres qui mettent en scène de la romance durant les guerres, tout ça. Mais c'est vrai que ça me donne envie un peu quand même d'avoir le thème de la guerre comme ça en fond. Je pense que ça peut valoir le coup. Bah, mon ami a écrit aussi quelque chose. Enfin, c'est pas un roman. C'est plutôt. Enfin, c'est à la forme d'un roman, mais c'est des lettres échangées entre la femme et l'homme durant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, voilà. Si ça vous intéresse, si vous avez déjà lu des offres durant la guerre, peut-être que ça vous plaira. Le suivant est plus, je dirais, contemporain. Là où le bonheur se respire. Donc il sort le 23 mars, maison d'édition LGF, je ne connais pas. Parce que là c'est la version poche qui est affichée, mais je pense qu'il y a une autre édition. Ah bah attendez, du coup, LGF. Bon, je ne sais pas, du coup, c'est bizarre. Parce que là c'est livre de poche, mais il y a peut-être une autre version qui a été éditée récemment. Enfin bref, Sophie Talmen, 304 pages, c'est assez bien comme livre quand même. Donc je vais vous lire le résumé. Pour Lily, apprentie parfumeuse, les parfums subliment la vie. Ils vous construisent, nous éveillent et nous guident. Non, ils nous construisent, pardon. Ainsi, quand sa petite sœur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une grave chute de cheval, Lily fait tout pour stimuler ses sens et lui redonner le goût de vivre. Son plan, retourner sur l'île d'Ouessant, berceau de leur enfance à la recherche des odeurs chères à Clarisse. À l'hôpital, seul Evan, externe en médecine, soutient son projet fou, achevant de nouer entre eux un lien qui commençait déjà à se tisser. Au fil du temps, les deux complices comprendront que c'est leurs âmes blessées qu'ils cherchent à soigner, car prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi. Intéressant. C'est pas le genre de livre que je lis, mais intéressant. Troisième œuvre, 8 battements d'ailes. Laura Trompette, éditeur Charleston, on l'a déjà vu précédemment.
320 pages. Je dirais qu'il y a une moyenne d'environ 300, entre 300 et 400 pages dans le livre que je vois régulièrement, qui est un... Je dirais que c'est un bon chiffre. Donc, le sort le 22 mars, l'ISBN toujours si vous cherchez cette édition-là particulièrement. Je vous lis le résumé. Elles sont 8. Parmi elles, une conductrice de poids lourd sur la route de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020 où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Ça en dit pas grand-chose. Je connais pas en plus l'auteur, donc je peux pas vous conseiller, mais bon, voilà. Je dirais que le résumé donne envie quand même. Ouais, il met un peu de suspense. Notamment, c'est assez contemporain en plus, donc peut-être s'inspirer des événements qu'on a vécu il n'y a pas très très longtemps. On passe aux policiers. Policiers, on en a 4. On en a 4, hein, c'est pas mal. D'habitude, on en a moins. Donc, on commence par Arsène Lupin, l'île aux 30 cercueils. Par Maurice Leblanc, pardon, j'ai fait une faute. Oui, j'ai fait une faute. 383 pages, éditeur Michel Lafon. Michel Lafon qui est c'est une grande maison d'édition. Hein. On en retrouve régulièrement sur le marché. Disponible le 24 mars. Bon, je ne suis pas policier, je l'ai déjà dit. Je n'ai que très peu de connaissances en policier. Mais Arsène Lupin, c'est un enquêteur, un détective assez, je dirais, connu. Et il y a pas mal, il y a même, je dirais même beaucoup de livres sur Arsène Lupin, mais là du coup, je dirais que c'est pas directement Arsène Lupin, parce que bon, forcément, ça a pas l'air d'être lui. Normalement, c'est pas cette couverture-là, mais bon, ça peut être intéressant. Parce que moi, j'ai jamais lu Arsène Lupin, donc je peux pas vous dire, mais je pense que ça va être intéressant. Alors, il y aura naufrage, deuil et crime, flèche, poison, gémissement, effroi, chambre de mort, 4 femmes en croix, pour les 30 cercueils, 30 victimes. Une prophétie terrible. Une île battue par les vents où s'échouent les âmes égarées. Une mère éplorée à la recherche de son fils disparu. Un mystère et Arsène Lupin entre en scène. Assez mystérieux quand même, ça en dit pas grand chose. Surtout qu'en plus, le résumé du coup, le synopsis c'est pas ça dit rien en fait. ça a l'air un peu macabre notamment avec les 30 cercueils. Donc si vous aimez ça, bah foncez. Ensuite, on a Tout ce qui est à toi brûlera. Par Will Dean. Éditeur Belfond. Disponible le 24 mars. 226 pages. C'est un petit livre. C'est Belfond Noir même. Hein. C'est la collection Belfond Noir et pas juste Belfond. Donc, ça raconte l'histoire de Tan Dao, qui a quitté illégalement son Vietnam natal pour rejoindre l'Angleterre, ses universités, sa liberté. Mais le rêve a viré au cauchemar. Personne ne soupçonne qu'elle est là, prisonnière de cette ferme perdue au milieu de nulle part. Personne ne viendra la sauver. 7 ans que la jeune femme subit les remontrances, les humiliations, les punitions de l'homme qui l'a achetée. Bien sûr, elle a tenté de s'échapper, mais comment fuir ces plaines où le regard porte jusqu'à l'infini? Pourtant, aujourd'hui, elle a plus de raisons de lutter que jamais. Il y a cette vie minuscule qui grandit en elle. Et cette femme, cette voisine charmante et naïve venue se présenter un matin. Une étrangère dont Anne est convaincue qu'elle est porteuse d'espoir. Ça a l'air un peu, comment dire ça, un peu, je vais pas dire terrifiant, mais déjà le titre, ça a l'air un peu flippant quand même parce que on sent en fait la domination de l'homme sur la femme et la maltraitance et la violence et non probablement le viol aussi parce qu'elle attend un enfant du coup, donc c'est assez creepy en soi, mais faut voir. Moi c'est pas ce genre d'œuvre que je lirai en tout cas. Suivant, La part du démon. Mathieu Lesarf, 464 pages, une belle œuvre. L'éditeur Pocket. C'est du polar, hein, du coup, comme vous voyez, c'est marqué juste là. Je connais pas du tout l'auteur. Je connais Pocket, hein, bien sûr, qui sort énormément de choses. Disponible le 24 mars, je vais vous lire le résumé qui est un petit peu long. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris. Ça n'aurait jamais dû arriver. Qui voudrait tuer un ange? Pourtant, pardon, excusez-moi, mais la phrase elle a été doublée en fait dans le résumé. Alors, c'est la suite, pourtant c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion.
Au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt, Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Waouh. Alors, c'est du policier. Ouais, vraiment, là, c'est du polar. Hein, clairement, même un peu thriller sur les bords. Enfin, bref. Ça a l'air un peu... toutes ces histoires de diable et tout. Ouais, ça a l'air... on va dire que ça s'inscrit dans un genre un peu terrifiant. Voilà. Si vous aimez ça, foncez. Moi, j'aime pas du tout. Le suivant, c'est Léonie de Marlène Charin. Je ne connais pas non plus. Éditeur Calman Levy, assez connu. Collection noire du coup. 414 pages, c'est plutôt bien. Disponible le 23 mars. Alors, une jeune fille séquestrée dans une maison, un flic prisonnier de son propre corps. Chacun est peut-être la chance de l'autre. Chaque matin, derrière la lourde porte rouge et sa série de verrous, Léonie attend Raymond, et ce depuis 5 ans, 11 mois et 30 jours. Raymond a kidnappé la jeune fille à la sortie d'une soirée, peu avant son bac. Depuis, Léonie vit à l'étage de sa maison, la cheville enserrée dans un bracelet métallique. Mais ce matin, Raymond s'écroule. Crise cardiaque. Pour Léonie, c'est la panique. Toujours sous l'emprise mentale de Raymond, elle est incapable de sortir. Et si personne ne la croyait, et si tout le monde l'avait oubliée? La voilà dans une maison isolée, seule avec un cadavre, libre mais pas libre. Dans une clinique de la ville voisine, Diane lit à son frère, un excellent flic brisé par un accident de parapente, les dossiers qu'il aurait voulu résoudre, et notamment celui de la disparition de Léonie. C'est alors qu'un corps est retrouvé dans la forêt. Celui-là m'a l'air pas trop mal en soi. J'aime beaucoup l'histoire d'un flic un peu perdu qui n'a pas réussi à résoudre les enquêtes et qui peut-être va se relancer du coup dedans et s'en sortir peut-être à surmonter en fait les difficultés. Et notamment là ça parle vraiment des abus psychologiques en fait, notamment sur Léonie. Notamment aussi on parle un peu, je sais plus comment ça s'appelle ce syndrome là, mais le fait qu'elle a l'air d'être sous l'emprise de Raymond et du coup que peut-être elle l'aime ou qu'elle est... c'est l'horreur pour elle s'il meurt, du coup peut-être elle est attachée à lui. Le suivant, c'est la jeunesse, mon secteur préféré. Il y a pas mal d'œuvres en jeunesse, hein, mais comme d'habitude, vous en doutez, c'est un secteur qui est très, très développé. Et notamment, il y a des centaines de sujets qui sont abordables en jeunesse. Et comme c'est pour les enfants, j'ai l'impression qu'on a toujours envie d'en faire plus pour eux. Il y a toujours plein de trucs à voir, plein de dessins à faire, plein d'histoires à inventer, plein de personnages à créer. J'ai l'impression que la jeunesse répond moins aux règles ou aux choses imposées de la société. Parce que comme c'est des personnages enfants ou adolescents généralement, ils sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà, c'est mon avis. Première œuvre, Mal d'Aurore, les enfants de la légende, tome 1. Ah, attendez, j'ai oublié un P à Philippe. Oh là là. J'ai pas vérifié mon PowerPoint avant de le lancer, désolé. Du coup, Philippe Le Cher Meyer, c'est à peu près comme ça que ça doit se prononcer. Ça sort le 23 mars. Flammarion Jeunesse, collection Père Castor, du coup. C'est un roman junior, environ 9 ans à peu près. Après, ça dépend. Il y a des enfants qui lisent plutôt... donc, ça dépend des jeunes, voilà. 388 pages, c'est pas mal pour une première œuvre, surtout pour des jeunes. Pour des jeunes de 9-10 ans, c'est pas mal. Je vais vous lire le résumé. Une mélodie jouée au violon, puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre. Alors la légende de Mal d'Aurore se réveille. Aux confins d'une Europe bouleversée, alors que la révolution gronde, 5 jeunes se rencontrent autour d'une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines de Sibérie, ils sont poursuivis par la police secrète et traqués par un ataman, ou ataman, cruel et tyrannique. Liés par leur amitié et un destin qui les dépasse, ils avancent sur le chemin d'un royaume disparu, Mal d'Aurore. Donc c'est un peu fantastique sur le bord. Un peu fantastique, je dirais peut-être même un peu policier, parce qu'ils ont l'air d'être poursuivis par une police, tout ça. Il y a peut-être une enquête ou quelque chose derrière ça. Pourquoi pas? Bon, il y a toujours une idée de destin. J'aime ça, mais en même temps, j'aime pas parce que vraiment tout le monde utilise ça entre destin et prophétie. C'est partout. En jeunesse, c'est partout, dans tous les livres.
Mais ça a l'air sympa. La couverture est très jolie. J'aime beaucoup les dessins. Les couleurs aussi. Euh, voilà, moi ça me donne envie. Même si je trouve que Mal d'Aurore, c'est pas très beau comme nom. Bref, ça dépend de vos goûts. Au suivant. Ça, c'est un auteur que je connais. Les travaux d'Apollon, la dernière épreuve, tome 5. Donc, Rick Riordan, qui est l'auteur de Percy Jackson et de plein d'autres œuvres sur la mythologie grecque en général, sort son tome 5, du coup, des travaux d'Apollon. 496 pages, c'est énorme. Pour une œuvre pour les jeunes, donc roman junior, c'est beaucoup quand même. Enfin bon, ça a l'air intéressant. Livre de poche jeunesse, forcément. Je crois que je les ai tous dans ce format-là aussi, moi. Mais mes 2 livres de Percy Jackson sont en format livre de poche aussi. Il est disponible le 23 mars. Je vais vous lire le résumé. Après la terrible bataille du camp Jupiter, Apollon, qui a réussi à en sortir vivant grâce aux chasseresses d'Artémis, doit faire face à une dernière épreuve. Avec Meg, il doit affronter le terrible Néron. Dans sa tour infernale de New York, parviendront-ils à triompher de cet empereur cruel qui ne craint même plus la mort? Nul ne peut échapper à son destin. Voilà, qu'est-ce que je viens de nous dire? Léa, il y a le destin partout. Étant donné que je connais les œuvres de Rick Riordan, je vous conseille, pour des jeunes, les œuvres notamment sur Percy Jackson sont sympas. J'ai pas encore lu les autres œuvres qu'il a écrites. C'est sur ma liste, mais je ne peux pas tout lire d'un coup. Parce que pour le vendredi lecture notamment, donc notre deuxième rendez-vous littéraire, je lis autre chose, j'essaye de changer un peu les genres. Donc je vous conseille Rick Riordan, qui est un très bon auteur. Le suivant. Alors celui-là, il est particulier parce que c'est pas jeunesse en fait, enfin comment dire ça, c'est pas catégorisé comme étant de la jeunesse. Mais, donc du coup c'est de la littérature, normalement c'est de la littérature, mais ça met en scène un adolescent en fait, un lycéen. Donc du coup j'ai préféré le mettre en jeunesse. Donc lycéen ça peut être 17, 18 ans, je ne sais pas, c'est pas précisé. Mais néanmoins je l'ai mis en jeunesse, voilà. Le chat qui voulait sauver des livres. Donc Sosuke Natsukawa, 256 pages, c'est pas beaucoup, mais potentiellement, il n'y a pas besoin d'en dire plus, quoi. Disponible le 24 mars 2022. Alors, Rintaro Natsuki, lycéen flegmatique, est sur le point de fermer la librairie irritée de son grand-père quand il reçoit une visite inattendue. Au milieu des livres, il découvre un gros chat brun tigré, un chat qui parle. Et ce félin exprime une requête plutôt inhabituelle. Il demande, ou plutôt exige, l'aide de l'adolescent pour aller sauver les livres. Le monde serait en effet peuplé de livres solitaires, non lus et mal aimés, que le chat et Rintaro se doivent de libérer de leurs propriétaires négligents. Le duo atypique se lance alors dans une quête périlleuse, au cœur de l'imbirate extraordinaire. Alors celui-là, franchement, c'est dur pour moi de ne pas acheter tous les livres que j'étudie parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire déjà et ça coûte très cher. Mais celui-là, vraiment, c'est une amitié entre un adolescent et un chat. Surtout un chat qui parle, donc anthropomorphisme et tout ça. Et notamment sauver les livres, ça a l'air d'être super. Vraiment, celui-là a l'air d'être vraiment super. À voir un peu comment c'est écrit. Parce que comme c'est un auteur japonais, ils ont peut-être pas la même façon pour nous que nous de faire les œuvres. En plus, j'ai fait une faute à son nom, j'ai oublié l'accent. Bref, celui-là me tente beaucoup. Parce que j'aime bien les chats surtout. Le suivant, Lien de sang, Karen McManus. C'est un policier, éditeur Nathan. C'est rare parce que je pensais que Nathan faisait que des manuels. Mais enfin bon, disponible le 24 mars. Donc c'est rare quand on a du policier thriller un peu horreur chez la jeunesse. Donc celui-là m'a marqué. Je vais vous lire le résumé. Vous ne verrez plus jamais votre famille de la même façon. Millie, Aubrey et Jonah sont cousins, mais ils ne se connaissent pas jusqu'à recevoir une mystérieuse invitation. Pour la première fois, leur grand-mère, richissime, leur propose de passer l'été sur une île dont elle est propriétaire. Ils n'ont qu'une chose en tête, percer à jour les secrets de famille qui ont poussé la vieille femme à déshériter leurs parents. Mais les cousins ne s'attendaient pas à découvrir des meurtres non élucidés qui menacent de nouveau l'île. Voilà, on a des adolescents, enfin des jeunes plutôt, on ne sait pas leur âge. Étant donné que c'est roman adolescent, je pense que du coup ils doivent avoir au moins 13, 14, peut-être 15 ans, je suppose. Du coup on a une affaire un peu policière et c'est les enfants potentiellement qui vont la résoudre. J'avoue que ça a été un genre qui a été très populaire
notamment avec les œuvres d'Ancy Drew, où on a aussi des œuvres plus récentes. Comment elle s'appelle c'est une auteure qui se déguisait. Enfin, c'était une petite fille qui se déguisait. Phantom. Je sais plus comment elle s'appelle. En plus, j'ai dû l'étudier pour mon master. Enfin, bref, je me rappelle plus. Bref, on a souvent des groupes d'adolescents comme ça qui doivent résoudre des enquêtes ou des trucs comme ça. Notamment, on a beaucoup ça dans les œuvres d'aventure ou comment ça s'appelle? Moi, j'ai étudié beaucoup les œuvres de scouts. Mon directeur de master était très centré sur les œuvres avec des histoires de scouts, donc aventure, donc ils partent je sais pas, en forêt n'importe où et ils doivent résoudre des enquêtes et tout. Enfin, c'est très intéressant. Là, faut voir comment c'est fait, comment c'est tourné. Potentiellement, ça peut être cool. Ça change en plus du genre qu'on rencontre d'habitude. Donc en vrai, si des jeunes ou si vous avez des jeunes dans votre entourage qui ont envie de tester un peu du policier, je pense que ça peut valoir le coup. Le suivant, 200 d'écume et de glace livre de légende. Donc je ne connais pas. J'aime beaucoup la couverture, je trouve ça très joli. D'habitude, on a plutôt des femmes qui ont ce genre de couleurs-là. On associe les femmes aux roues, à l'eau potentiellement, donc aux sirènes, tout ça. Mais là, du coup, on a un homme qui a un visage très défini, potentiellement une sirène aussi, hein, il n'y a pas de limite. Donc Alexiane de Lys, je ne connais pas. 336 pages, c'est raisonnable. Michel Lafon, donc c'est quand même une grande maison d'édition qui a publié ça, donc ça peut valoir le coup aussi. Je ne connais pas. Donc à mon avis, adolescent, ça doit être 12-13 ans. C'est généralement ça à partir de 12 ans pour roman adolescent. Disponible le 24 mars, je vais vous lire le résumé. Depuis que Perséphone connaît la vérité sur ses origines, son univers tout entier est bouleversé. Qui est-elle réellement? Sa mère est-elle toujours en vie? Comment pourrait-elle anéantir la cruelle reine des maris, Morgane? Le périple de la jeune fille continue aux côtés de Méwen, son allié taciturne et plein de secrets. Trop distraite par les multiples questions qui la taraudent, Perséphone ne réalise pas qu'une redoutable menace plane au-dessus d'elle. Alors qu'elle pense avoir traversé suffisamment d'épreuves pour toute une vie, elle est loin de se douter que le pire reste à venir. Ok. Mais Perséphone, qu'est-ce qu'ils entendent par Perséphone? Et Perséphone dans la mythologie grecque ou Perséphone juste un prénom comme un autre? Donc faut voir. Étant donné que c'est le livre 2, autant commencer par le premier bien sûr. Je ne donne pas en fait le résumé de la première œuvre. Mais si ça peut vous intéresser, allez voir le premier tome, découvrez de quoi ça parle. Moi généralement je suis généralement très attirée par les couvertures avec beaucoup de couleurs qui ont une esthétique bien particulière. Celle-là m'aguiche un peu. Voilà, c'est joli, du roux comme ça. Moi-même qui suis rouge, j'aime bien. Mais l'histoire, le résumé me donne pas trop envie personnellement. Donc voilà, c'est au goût de chacun. Le suivant. Pourquoi il veut pas switcher au suivant? Attendez. Voilà. La reine sort royaume de Holly Black. 448 pages, c'est plutôt pas mal, ouais. Rajo, éditeur Rajo, c'est du roman adolescent. Donc voilà, ça sort le 23 mars, je vais vous lire le résumé. Le pouvoir est plus facile à conquérir qu'à conserver. Jude l'a appris à ses dépens. Après être devenue reine de Tarafé, elle a été brutalement exilée dans le monde des mortels par le roi maléfique Cardan. Reine sans royaume, elle attend son heure. Quand sa sœur jumelle vient lui demander de l'aide, Jude saisit l'opportunité de regagner Tarafé, même si elle doit affronter Cardan qu'elle aime malgré sa trahison. Mais à son retour, elle découvre que le trône est menacé et elle se retrouve au cœur d'une sanglante lutte de pouvoir. Alliée, ennemie, elle devra faire des choix et, quand une puissante malédiction se réveille, choisir entre son ambition et son humanité. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal, le résumé est pas mal. Alors encore une fois, ça met en place un royaume différent, des pouvoirs, des trahisons, peut-être un peu d'amour aussi parce que du coup on a du coup Cardan dont elle est amoureuse, enfin bref. C'est d'adolescent, donc 12-13 ans encore une fois. Moi je pense que c'est pas le genre de choses que je lis. Cependant j'aime bien en fait cette idée de choix qui doit être imposé au personnage.
Est-ce que tu vas choisir le bien? Est-ce que tu vas choisir le mauvais? Enfin, est-ce que tu vas... Quel côté tu vas choisir? Enfin bref, ça peut être intéressant. Voilà. Et le dernier qui est sympa, qui me tente beaucoup aussi, Pepper et Carotte, tome 4, tout bascule. Donc c'est une bande dessinée de 72 pages de David Renoir. Je ne connais pas. Par contre, c'est édité par Glénat et Glénat fait de la très très bonne qualité. Ah, je vais juste baisser la musique que j'ai pas. Voilà. Donc David Renoir, bande dessinée Glénat, disponible le 23 mars. J'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup. Bah déjà c'est une petite sorcière, ça se voit. Hein. Donc un chat, une sorcière, bien sûr. Le stéréotype un peu de la sorcière et de son chat. Je suis fan des chats, donc du coup ça me donne envie. Mais j'aime beaucoup en fait le dessin du dragon. Moi j'aime beaucoup le dessin du personnage. La couverture donne envie. Déjà, de lire. Si pas par celui-là, mais par le premier, bien sûr. Donc je sais pas pour vous, et moi, ça me donne envie. Je vais vous lire le résumé. Pepper est diplômée. À l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, elle a une dernière fois prouvé sa valeur et peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de chat Ossa. Elle met dorénavant ses talents au service du plus offrant et c'est seule, enfin, Carotte est toujours dans le coin, qu'elle se lance dans ses premières missions professionnelles. Mais la réalité va vite la rattraper, car il faut bien plus qu'un bout de papier pour prouver à ses clients qu'elle est digne de son titre de sorcière. Ça donne trop envie. Le résumé est assez basique, mais déjà il y a une évolution du personnage, parce que là, je suppose que dans le tome 1, c'est une jeune adolescente, elle découvre ses pouvoirs peut-être, elle apprend tout ça, il lui arrive des aventures. Et là, on arrive au tome 4 où c'est une étape cruciale dans sa vie d'adolescente. Donc le lecteur va grandir en fait avec les tomes, un peu comme quand j'avais lu Lou. Lou, qu'on va grandir au fur et à mesure des tomes, jusqu'à ce qu'elle ait 16-17 ans. Désolée, j'ai cru que mon chat avait miaulé. Donc c'est une certaine évolution, donc ça a l'air sympa. Voilà, moi ça me donne envie. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne trop envie. On passe à la BD. À la BD, il n'y en a pas beaucoup cette semaine. J'ai dû en enlever certains, je pense, hein, vraiment, parce que ça valait pas forcément le coup. Là, on revient avec un classique. Cédric, tome 35, trop tôt pour toi, gamin. J'avoue que j'ai grandi avec les BD Cédric. Je crois même qu'il y a un dessin animé qui a été fait. Il me semble qu'il y a dû avoir un dessin animé, en tout cas quand j'étais jeune. Je ne sais pas pour maintenant. Donc, Covin Lodec, comme d'habitude, édité par Dupuis, 48 pages. C'est raisonnable pour une BD. Ça a l'air drôle. Rien que le titre, je trouve ça drôle. Déjà parce que j'ai déjà lu des BD Cédric, donc je sais que c'est sympa. Mais là, du coup, ça fait appel à une expérience pour garçon où t'as pas encore de barbe, tu peux pas te raser. Mais du coup, t'as les liens entre grand-père et petit-fils, donc c'est sympa. C'est sympa. Je dirais que c'est basique, mais en même temps, vous savez, tout le monde connaît, donc tout le monde sait que c'est sympa. Le suivant. Alors, celui-là, je l'ai pris. J'ai pas de résumé à vous donner. C'est vrai que je vous ai pas donné le résumé de Cédric, mais en même temps, on connaît déjà en fait. Donc j'ai pris Patate. J'ai pas de résumé à vous donner malheureusement. Et j'ai fait une faute, mais c'est incroyable ça. Attendez. Je vais le modifier, je pense. Je fais des fautes partout, c'est incroyable. Voilà. On a rien vu. Patate de David Berry, qui a une grosse affiche avec marqué Guillaume Musso, sauf que non, c'est pas vraiment lui. Je ne connais pas le nombre de pages, c'était pas du tout indiqué. Éditeur Lapin, je ne connais pas. J'ai jamais entendu parler. C'est disponible le 25 mars 2022, mais je sais qu'il y en a plusieurs autres de ces livres, et c'est ce qui m'a poussé du coup à le mettre, parce que déjà, je trouve que la couverture est sympa. La couverture est vachement sympa. Le titre aussi, Patate. Pourquoi Patate? Je ne sais pas. Attendez, je vais aller voir les autres œuvres de David Berry. Franchement, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, celui-là, c'est le tome 4. Hein, j'ai pas précisé. C'est le tome 4. Il y en a eu, du coup, 3 avant. Il n'y a pas moyen d'avoir un résumé. Il n'y en a vraiment pas. Sinon, je vais vous donner le résumé du premier. Patate. Voilà, j'ai le résumé du premier. On pense souvent que les patates ne ressentent pas les émotions. On a tort. Les ignobles patates de David Berry mènent des vies tragiques et dépravées sous des apparences lisses et joyeuses. De l'humour très sale qui a l'air super propre.
Donc en fait, ça devrait... C'est pas de la jeunesse, même si ça a l'air un peu fun. Du coup, en vrai, ça me donne trop envie. Mais rien que le thème patate, une madame avec des cheveux, enfin une patate avec des cheveux, je trouve ça fun. Ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est cool, ça a l'air vachement bien. Donc on passe aux comics. Comics, là on a 3 comics assez basiques, hein. C'est des sujets qu'on connaît déjà. On commence par Batman, tome 2, Batman Infinite. James Tynion 4 et George... Je sais pas le dire, George Jiménez. Alors on s'en fout un peu des auteurs en vrai. Hein. 224 pages, Urban Comics comme d'habitude. Disponible le 25 mars 2022. Je vais vous lire le résumé. Gotham City est en passe d'instaurer la loi martiale. Bien malgré lui, Batman a fait le jeu de l'épouvantail qui, après un an de préparation, a déclenché une attaque coordonnée sur Gotham City en manipulant Simon Saint et Peacekeeper 01. Mais d'autres forces sont à l'œuvre avec l'émergence d'un anti-oracle qui diffuse des fake news sur tous les canaux et appelle les habitants de Gotham City à céder à la terreur et à la violence dans les rues de la ville. Alors pour ceux qui sont fans de Batman, je vous dis foncez. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans les comics, je pense pas que Batman soit le meilleur. Même moi, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de voir un peu les comics, mais en fait, il y a une édition, puis une autre. Et t'as Batman normal, après t'as Batman Infinite. C'est le bordel. Il y a 36 000 éditions différentes sur les comics. Donc, il faut un tuto pour commencer, quand on veut se lancer. Après, on se retrouve avec Flash. Flash qui a une série qui a été fait par probablement CW, je dirais. C'est assez typique d'eux de faire des séries sur Flash. J'avais commencé à regarder, mais voilà quoi, j'avais pas foncé. CW, j'avais raison. Donc la série qui était pas trop mal au début, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant, enfin bref. Flash tome 1, Flash Infinite, collectif Jeremy Adams, 160 pages, c'est plutôt raisonnable. Urban Comics, disponible le 25, tous les comics sont disponibles le 25 mars. Je vais vous lire le résumé. Barry Allen n'en croit pas ses oreilles. Son élève, Wally West, troisième héros à porter le nom de Flash, a décidé de raccrocher les gants. Après avoir vécu l'enfer dans le sanctuaire et avoir voyagé dans l'espace-temps, Wally ne désire plus qu'une chose, se consacrer à sa famille. Pour ce faire, il renonce à ses pouvoirs de vitesse. Dans une dernière course, les deux bolides entreprennent de couper sa connexion à la force véloce qui lui confère ses capacités. Mais l'opération tourne mal et Wally disparaît. Barry et les autres héros ignorent deux choses. D'une part, Wally West a été projeté dans le temps, sa conscience s'implantant dans le corps d'autres bénéficiaires de super vélocité. Et d'autre part, un vieil ennemi est de retour, bien décidé à ce que les bolides ne puissent plus jamais courir. Ils appellent ça des bolides, c'est un peu bizarre comme nom, non? Alors ça a l'air sympa. Je connais un peu l'univers et tout de Flash, mais pas beaucoup. Et là, ça a l'air d'être vachement cool, notamment parce que Barry, du coup, il aide en fait d'autres personnes à développer leurs compétences de Flash. Bon, c'est sympa, pourquoi pas. Et le dernier, un bon Green Lantern. Je dirais que c'est un héros qui est pas très populaire, hein, dont on parle pas beaucoup. Green Lantern tome 4, la guerre de l'antimonde. Donc Grant Morrison, Lian Sharp, 168 pages, Urban Comics, disponible le 25 mars, pardon. Je vais vous lire le résumé. Après avoir testé les limites de son anneau de pouvoir et péri au contact d'un unique membre du corps des lanternes antimatière, Hal Jordan se retrouve face au jugement dernier des jeunes gardiens qui lui permettront de revenir à la vie pour poursuivre son œuvre. Pris dans les feux de l'ultra-guerre entre armes millénaires et Graal cosmique, le plus grand de tous les Green Lanterns va se heurter à une véritable conspiration universelle et affronter la mort, puis, et la renaissance pour espérer sauver l'univers une fois de plus. Ok, je ne connais pas franchement le personnage de Green Lantern. J'ai vu le film avec Ryan Reynolds. Moi j'aimais bien, mais le film n'a pas été très apprécié, il me semble, dans la critique. Donc je connais pas beaucoup. Voilà, si vous aimez Green Lantern, eh ben, sachez que cette semaine, il y a le tome 4 qui sort. Voilà, qui sort pas long. Manga c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai choisi que 2. Parce qu'il y a beaucoup de mangas qui sortent, mais qui sont pas tous de très bonne qualité. Donc j'ai choisi Ban le Bouseux, tome 3. La couverture était sympa, le nom aussi. Donc Nagaisa Tsukawaki Nanjo Yoshimi, je ne connais pas le nombre de pages, c'était pas indiqué. L'éditeur c'est Omake Books, je ne connais pas. D'habitude c'est Mana, mais là je ne connais pas du coup. Disponible le 24 mars et je vous lis le résumé. Mashio est un beau jeune homme riche et ambitieux.
Actuellement plus jeune ministre du Japon, il ambitionne de suivre la voie de son père, l'actuel Premier ministre. Mais ce que personne ne sait, c'est que durant toute son enfance et adolescence, Mashio n'était qu'un voyou semant la terreur dans sa petite ville de campagne. Et ça, Ban, son grand rival de toujours, est bien décidé à lui rappeler ses origines foi de bouseux. C'est sympa, ça a l'air d'être assez brutal. Il y aura probablement beaucoup de combats, mais ça a l'air cool. Hop. Et le dernier manga, il me plaît un peu celui-là, il me donne envie. Midnight Secretary, tome 3, Perfect Edition. Donc je pense que c'est du coup une réédition avec une réédition améliorée, donc potentiellement avec plus de contenu, des choses qui ont été rajoutées par rapport au premier tome. 384 pages, c'est pour ça qu'il est si gros. Voilà, Éditeur Soleil, c'est un shoujo, disponible le 23 mars, et je vous lis le résumé. Kaya est une jeune secrétaire parmi tant d'autres. Cheveux tirés en arrière, petites lunettes et tailleur impeccable. Elle a tout pour ne pas se faire remarquer. Mais voilà, elle se retrouve propulsée au poste de secrétaire particulière du grand patron, un jeune homme très séduisant et très vampirisant. Elle fera son maximum pour percer les lourds secrets de son nouveau patron vampire. Voilà. Donc, ça parle de vampire et moi j'adore. C'est un manga, donc comme je sais pas si c'est en couleur, je ne pense pas parce que les mangas sont tous en noir et blanc, mais ça a l'air sympa. Voilà, c'est un peu, on connaît pas trop, on en dit un peu. Après le dessin a l'air un peu bizarre. Elle a une drôle de taille, mais je pense que c'est très, au Japon c'est souvent ça. Il y a toujours les femmes ont toujours des tailles très très fines. Donc bref, pour ceux qui connaissent, ben il y a le tome 3 qui sort dans une version améliorée, bien sûr. Foncez. Moi, j'aime beaucoup la couverture, j'aime bien l'histoire, ça me donne envie. Et on passe à notre dernière catégorie. Le fantastique et fantasy, bien sûr, mais là, je dirais que c'est plus de la fantasy. La trilogie des Poudres Mages, tome 1. La promesse du sang. Brian McClellan, 480 pages, plutôt un beau tome. Éditeur Léa Heads, disponible le 25 mars 2022. Je ne connais pas ni l'auteur, ni l'éditeur, ni l'histoire, parce que je ne connais pas. C'est comme c'est le premier tome, je ne connais pas. J'aurais peut-être pu regarder s'il n'y avait pas des coups de cœur, peut-être. Bref, je vais vous lire le résumé qui est très très long. L'âge de roi est mort et c'est moi qui l'ai tué. Il n'est pas facile de renverser un roi. Pourtant, le coup d'état fomenté par le maréchal Tamas a envoyé les nobles à la guillotine et sauvé le peuple d'Adro de la famine. Mais le plus dur est à venir, il le sait. Sa prise de pouvoir a ravivé les conflits entre les 9 nations, en particulier avec ses puissants voisins les Kez, privés de juteux accords commerciaux et qui sont sur le point d'envahir Adro. Assiégés de l'extérieur, menacés par des royalistes fanatiques, obligés de composer avec l'Église, une armée de mercenaires et le puissant syndicat des travailleurs d'Adro, traqués par de puissants mages et trahis par de proches alliés. Tamas est cerné par les complots. Il ne peut compter que sur son instinct quelques fidèles, les derniers poudres mages de sa cabale dont Daniel, un tireur d'élite qui est également son fils, et Adama, un enquêteur hors pair mais lui-même la cible de mystérieux ennemis. Lorsque des prophéties immémoriales de mort et de destruction, des dieux s'éveillant pour marcher parmi les hommes menacent à leur tour de devenir réalité, comment ne pas craindre le pire? Alors, le résumé est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Je ne pense pas que ce soit ça, en plus, le résumé dans la 4e de couverture, parce que c'est beaucoup trop long. Je pense qu'il y a moyen de dire tout à fait, enfin, de faire quasiment autant en enlevant 3-4 lignes par-ci par-là. Mais c'est beaucoup trop long comme résumé. Cependant, voilà, ça met en place un univers différent, donc des espèces de soldats, donc des poudres mages, tout ça. Donc ça met aussi en place du coup des guerres entre des guerres politiques aussi, des guerres commerciales, et ça met aussi en place des histoires de famille du coup. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire, allez-y, ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça a l'air d'être assez bien développé, notamment parce qu'il y a l'univers, les personnages, tout ça. Mais moi, ça me semble un peu trop lourd. Je sais pas, je suis pas convaincue. Donc voilà. Attendez, je marche sur mon petit câble. Zut. Voilà. Alors, je marche sur mon câble de casque à chaque fois, c'est un enfer. Bref. C'était la dernière œuvre de notre vendredi lecture. Il n'y a rien de plus. Enfin, en science-fiction, il y a trop rien. C'est pas quelque chose qui c'est pas un genre où on sort plusieurs livres par semaine. C'est dommage. Parce qu'on vous regardez en jeunesse et en manga, il y en a toutes les semaines.
T'as des rééditions, t'as des nouveautés, t'as des sagas qui se continuent. En science-fiction, c'est pas le genre qui est très développé. Je dirais que je pense que manga, BD, c'est deux genres qui sont de plus en plus populaires, qui regagnent en fait. Je pense que manga, c'est normal parce que c'est de plus en plus populaire. C'est une lecture, une littérature qui devient. Je trouve plus le mot. Enfin bref, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, de plus en plus normal parce que avant, c'est quand même quelque chose qui vient du Japon. C'est pas un genre qu'on fait en France, enfin très peu. Donc le transport entre la France et le Japon, enfin entre le Japon et la France, ça peut être compliqué. Donc ça peut être une limite au développement de cette littérature-là. Mais là, je vois qu'il y a de plus en plus, ça fait fureur, quoi, tout simplement. Il y a de plus en plus de lecteurs. C'est une littérature qui est pas trop chère, qui est assez, en plus, qui dure dans le temps parce que ça sort en tome, en saga. Donc ça peut beaucoup plaire. La BD, je pense que la BD a toujours été plus ou moins bonne. En France, on a toujours beaucoup consommé de BD, mais je pense que là, on a peut-être un regain un peu plus pour la BD. La jeunesse, ça a toujours été très populaire. Il y a toujours beaucoup de livres. La littérature, ça dépend les périodes, je pense. Ça dépend les périodes. Le policier, je pense qu'on a pas mal de bons auteurs, mais on n'a pas toujours... je dirais qu'on n'a pas forcément beaucoup de nouveautés. On a beaucoup d'auteurs qui écrivent des dizaines et des dizaines de livres en fait policiers, donc ça fait des sagas aussi. Donc voilà, c'est un peu le récap de ce qu'on a cette semaine. Beaucoup de mangas, non, beaucoup de jeunesse, un peu plus de policiers et de littérature comparé à la semaine dernière. Du coup, la semaine prochaine, je continue, je ferai la 4e édition de la Gazette. Étant donné que la semaine dernière, je n'ai pas présenté en live la Gazette, elle sera disponible en PDF sur mon Discord. N'hésitez pas, du coup, à me suivre sur Twitter, Instagram et YouTube aussi, si vous voulez. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je suis là pour répondre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, du coup, de lire certaines œuvres. N'oubliez pas, je me répète tout le temps que je fais un choix dans les livres, que je ne prends pas tout. J'en enlève pas tant que ça, mais bon, je suis obligée. Je me base aussi un peu sur ce que j'ai lu, sur les connaissances que j'ai en littérature. Donc, si vraiment vous avez envie de tout découvrir, vous pouvez aller sur le site de la FNAC et regarder les nouveautés de la semaine. Voilà. Si vous avez envie de tout voir. Parce que moi, je fais la littérature, je ne fais pas les livres de cuisine ou les livres de, je sais pas, de travail sur soi ou de médecine naturelle. Je ne fais pas ça, je fais la littérature. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour notre 4e édition. Ciao, ciao.